Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat pour la matinale d'infos avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios sur tout le territoire français qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde qui retransmet cette émission dans le monde entier. Deux parties dans cette matinale d'infos, le JT des territoires dans un instant, suivi du club des éditorialistes. Puis en deuxième partie, un invité exceptionnel, le Premier ministre Édouard Philippe sera en direct sur ce plateau, interrogé à la fois sur la politique nationale et sur les territoires. Voilà, dans un instant, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve. À tout de suite. On va tout de suite se rendre à Marseille avec Oriane Mancini qui est à l'Assemblée des départements de France qui se tient aujourd'hui et demain dans la cité phocéenne sur fond de tension. Oriane, entre le gouvernement et les collectivités locales. Le Premier ministre est notre invité ce matin à 8h. Il est attendu demain à l'ADF pour un discours de clôture. Une opération déminage pour le Premier ministre ? Eh oui Cyril, parce que je peux vous dire qu'Édouard Philippe, ici à Marseille, est attendu de pied ferme par les présidents de département. Objectif donc pour Édouard Philippe, répondre à leurs attentes pour éviter d'accentuer leur colère. Car comme le dit Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, le gouvernement ne peut pas être fâché avec toutes les collectivités. Et on se souvient qu'il y a 3 semaines à Orléans, le discours d'Édouard Philippe n'était pas du tout passé auprès des présidents de région qui avaient donc décidé de claquer la porte de la conférence des territoires. Alors ici à Marseille, Édouard Philippe est attendu sur 2 sujets. Les présidents de département attendent des réponses concrètes. D'abord sur la question des mineurs isolés. Ces mineurs, ils sont à la charge des départements et Dominique Bussereau dit que c'est un phénomène qui les dépasse complètement. Il va même jusqu'à parler de folie furieuse. Ces mineurs, ils sont au nombre de 25 000 cette année. Coût pour les départements, 1 milliard d'euros. Les départements demande une prise en charge totale par l'État. Et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a d'ores et déjà fait savoir qu'Édouard Philippe annoncera ici à Marseille un plan de prise en charge pour ces mineurs. Le deuxième sujet sur lequel Édouard Philippe est attendu par les présidents de département, c'est un sujet récurrent mais toujours pas résolu, le financement des allocations individuelles de solidarité, au premier rang desquelles le RSA. Les départements souhaitent reprendre les négociations avec le gouvernement sur ce sujet. Ils ne demandent plus la recentralisation mais le paiement du reste à charge. Il faut savoir qu'aujourd'hui l'État ne paye au département que 57% de ce qu'il leur doit. Dominique Bussereau a donc d'ores et déjà prévenu. Si Édouard Philippe ne leur apporte pas des réponses concrètes sur ces 2 sujets, les départements ne signeront pas le pacte financier avec l'État. Oriane Mancini en direct de Marseille. Merci pour ces précisions concernant l'ADF, l'Assemblée des départements de France. On essaiera d'en savoir plus tout à l'heure avec le Premier ministre qui est notre invité en direct à 8h sur ce plateau. On passe à l'actualité avec la police de sécurité quotidienne voulue par Emmanuel Macron qui sera mise en place d'ici à la fin de l'année. Plusieurs communes sont candidates pour expérimenter ce dispositif. C'est le cas de Dijon où les attentes sont nombreuses, surtout depuis la suppression de la police de proximité, vous le savez, instaurée par Lionel Jospin. Un reportage de Sandra Cerqueira pour Public Sénat. La police municipale patrouille chaque jour dans les rues de Dijon. Une présence sur le terrain pour tisser des liens avec les habitants, plus que d'interpeller. Ce sera l'une des principales missions de la future police de sécurité du quotidien, voulue par Emmanuel Macron. Bonne journée. Une manière de prévenir les violences, récolter des renseignements ou encore repérer des basculements radicaux. Selon de récentes études, 84% des Français sont favorables au retour de la police de proximité, supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003. Peut-être dans certains quartiers, il y aurait besoin d'une présence plus importante, non pas forcément répressive, mais une présence qui serait quand même, au niveau des incivilités, sans doute indispensable. Pour cette adjointe à la sécurité aussi, le retour d'une telle police est nécessaire.
On pense qu'effectivement, quand cette police a été supprimée, eh bien, ça a été néfaste pour nos quartiers, ça a été néfaste pour la sécurité et la tranquillité publique en général, parce que ces policiers nationaux avaient vraiment une réelle connaissance du terrain. Ils travaillaient en lien étroit avec la police municipale. Ils avaient aussi une action pour la prévention de la délinquance. Mais en période de disette financière, d'essoufflement des agents, le retour de la police de proximité pose question. Avec quels effectifs, quel financement ? Les contours de la réforme restent encore très flous. C'est sûr, sur le terrain, on a besoin de policiers nationaux supplémentaires. Les effectifs ont été vraiment réduits. Mais pour moi, la réussite de cette police de sécurité du quotidien ne passera pas que par des effectifs en plus. Il faut vraiment retravailler la procédure pénale pour que les policiers retrouvent l'autorité sur le terrain. Pour le maire de Dijon, la création de cette police du quotidien ne doit pas être un coup de com', mais l'opportunité de réorganiser les services de police pour plus d'efficacité. C'est l'occasion, je le crois, d'établir une nouvelle gouvernance partagée entre les collectivités locales et la police nationale. Gouvernance partagée qui fixera des objectifs en matière de lutte contre la délinquance, la petite délinquance, les incivilités, et qui permettra une évaluation et une action qui sera, je l'espère le plus possible, commune entre ceux qui concourent de la sécurité au quotidien, la police nationale, la police municipale, et puis des fois les forces de sécurité privées. Une quinzaine de villes de France seront retenues pour lancer le dispositif dès janvier 2018. Pour l'instant, la majorité des syndicats de police y sont opposés. Bonne nouvelle, c'est la fin des quotas betteraviers. Les sucreries allongent le temps de campagne. La campagne betteravière bat son plein dans les Hauts-de-France. Une saison exceptionnelle s'annonce pour les agriculteurs et les industriels du secteur qui, depuis cette année, ne dépend plus de quotas européens. À la sucrerie Saint-Louis Sucre de Roy, dans la Somme, on a augmenté de 20% la production et allongé le temps de campagne. Découvrez le chemin de la betterave du champ aux cristaux de sucre avec Adélaïne Bollard pour WEO TV dans le Nord. Dans les Hauts-de-France, première région sucrière française, la saison betteravière bat son plein. Du champ au carré de sucre, c'est toute une filière qui se met en branle pendant les 100 jours de campagne. Cette année, la fin des quotas européens permet aux sucreries de produire autant de sucre qu'elles le souhaitent. L'usine Saint-Louis Sucre à Roy a ainsi augmenté de 17% sa production, mais sans augmenter sa cadence qui reste à 15 000 tonnes de betteraves travaillées chaque jour. L'objectif de baisser les coûts de production, c'est de venir concurrencer le sucre de la canne à sucre de l'hémisphère sud. Augmenter de 20% notre production, ça va permettre de réduire les coûts d'énergie, puisque dilué sur plus de jours de campagne. C'est un plus qui nous permettra en l'occurrence de concurrencer le coût de la tonne de sucre de l'industrie de la canne à sucre. Le nombre de camions qui tournent 24 heures sur 24 dans les campagnes n'est donc pas augmenté. Et au regard des craintes qu'ils engendrent souvent, l'usine veut toujours renforcer la sensibilisation de tous. Les transporteurs, 100% Picard. 38 entreprises picardes, 72 camions qui vont tourner en permanence chaque démarrage de campagne, une semaine, 15 jours avant. Nous faisons des réunions avec les chefs d'entreprise et les transports. L'usine de Roy exploite 21 000 hectares de betteraves. La racine sucrière passe ici par plusieurs étapes techniques qui vont d'abord la laver, enlever les pierres et les herbes, la couper en cossettes pour ensuite en produire un sirop. On est dans l'atelier de cristallisation. Le sirop, on va le retravailler dans cet appareil sur certaines conditions de pression et de vide. Et petit à petit, le cristal, on va le faire grossir grâce au saccharose qui est dans le sirop. Donc plus le temps de cuisson va être important, plus le cristal sera gros. Et c'est comme ça qu'on ajuste nos demandes clients pour la granulométrie du sucre. 1400 tonnes de sucre sont produites ici chaque jour. Et cette année, la betterave a bénéficié de conditions climatiques favorables et on attend une année de production record, avec un rendement de 17 tonnes de sucre à l'hectare contre 14 en 2016. On ouvre une page économique dans ce journal maintenant et une bonne nouvelle. Il existe des entreprises qui ont des postes à pourvoir mais qui ne le font pas savoir et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit. C'est ce qu'on appelle le marché caché, le Marketon, dont la 2e édition avait lieu cette semaine à Ézilles en Gironde. 250 entreprises du secteur ont accepté de recevoir spontanément des demandeurs d'emploi. Un reportage de Dominique Parmentier de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest.
Ils étaient une cinquantaine à s'être inscrits au marketon, spontanément, envoyés par la mission locale, la ville désigne, des associations au Pôle emploi, avec des profils et des origines très variées. Une première pour Nordine de Bordeaux. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pas du tout, c'est l'aventure. Le principe est de partir en binôme ou en trio à la rencontre des quelques 250 entreprises locales contactées au préalable, mais pas pour un entretien individuel. Vous êtes couturière, vous allez dans une entreprise de plomberie, le chef d'entreprise plombier ne va pas vous juger sur vos capacités, vos compétences, puisque vous ne cherchez pas pour vous. Et ça, c'est essentiel. Ce matin, nous suivons Sophie, Stéphanie et Thérèse. Direction, pour commencer, une agence immobilière. Bonjour monsieur, nous venons dans le cadre du marketing organisé par ESIN. En fait, nous venons prospecter d'entreprise en entreprise dans la ville pour savoir les emplois que vous recherchez actuellement et que vous ne mettez pas forcément sur les réseaux comme Pôle emploi. On a plusieurs types d'emplois à proposer, les emplois d'assistantes commerciales et les emplois de négociateurs commerciaux, donc d'agents immobiliers. C'est vrai qu'on a beaucoup d'offres tout au long de l'année sur beaucoup de communes, pas que sur ESIN, sur tous les alentours, donc c'est vrai qu'on est en perpétuelle recherche. Et donc, forcément, on ne passe pas toujours par Pôle emploi. On propose surtout via les réseaux sociaux, notre site internet aussi, et aussi beaucoup par bouche à oreille. La discussion se poursuit dans le bureau et à la sortie, le trio a le sourire. C'est ressorti avec une offre d'emploi et même on sait maintenant que des gens peuvent demander des stages. Bon, c'est un peu dommage parce que là on a pris seulement maintenant, ça se trouve il y a des profils des gens qui cherchent ce métier et qui n'étaient pas du tout au courant. Mais l'initiative va permettre de mettre ça en valeur justement. Avec tout ça là, je peux avoir d'autres idées des emplois que je recherche parce que c'est pas forcément ce que je recherche que je vais trouver. Je peux encore trouver des emplois qui seront encore plus intéressants que ce que je recherche. La collecte va se poursuivre toute la journée. L'an dernier, 80 offres ont ainsi été récoltées, dont 40 CDI et 30 CDD. Donc ça a permis à quelques personnes de trouver du travail immédiatement. C'est aussi une façon de créer un réseau différent. Le bilan de ce deuxième marketon sera tiré dans une quinzaine de jours avec le nombre de contrats réellement conclus. Le porte-avions Charles de Gaulle est actuellement à quai à Toulon pour réparation. Mais hors de question pour les marins de perdre la main. La Marine nationale organise des entraînements grâce à un simulateur plus vrai que nature. Noélia Ceballos pour Var Azur Télé s'est rendue sur ce soir. À bord du porte-avions Charles de Gaulle, les machines continuent de tourner. Ce jour-là, la Marine nationale part pour une virée à Porquerolles. Pourtant, le fameux bâtiment est bien à quai. C'est grâce à ce simulateur que l'équipage peut continuer à s'entraîner à terre. Bâbord avant 2, tribord avant 3. Le chef de quart est là pour coordonner les opérations. Remorquage, ravitaillement en mer, contact avec les pêcheurs sur la trajectoire du bâtiment, toutes les situations peuvent arriver. Une équipe d'entraîneurs propose des scénarios toujours plus complexes pour mettre les marins à l'épreuve. On peut se mettre dans des situations bien plus complexes que dans la réalité. De par la somme de tous les canons conformes que l'on pourrait jouer au même moment, ce qui ne serait pas la réalité, puisqu'on espère ne pas retrouver des situations absolument contraintes, voire catastrophiques, mais qui sont quand même réalisables ici en simulateur et qui nous amènent d'ailleurs à pousser la progression de l'équipe de plus en avant, plus on arrive à faire progresser cette équipe et plus ce sera facile après pour elle de s'adapter dans son environnement naturel. La panne peut arriver à tout moment. Cette fois-ci, c'est la barre. Le matelot en charge de ce système qui agit sur le gouvernail met en alerte le reste de l'équipe pour trouver une solution au plus vite. On a eu une avarie de barre, c'est-à-dire que le gouvernail ne répond plus, le safran ne répond plus aux ordres qu'on peut lui donner. Et donc on se retrouve ici en tout cas en commande distante, en incapacité de gouverner le navire. Il faut s'en rendre compte vite. D'abord on perd quelques degrés, ensuite ça va de plus en plus rapidement, le taux de giration augmente et donc il faut le signaler assez rapidement au chef de quart, lui signaler également qu'on ne gouverne plus assez rapidement pour que lui derrière puisse faire les actions nécessaires pour remédier à la situation. Cette équipe ne navigue plus depuis la mise en réparation du Charles de Gaulle en février dernier. Mais l'entraînement est essentiel pour que la machine soit prête au moment de la remise en service du porte-avions. Ces simulateurs nous permettent de continuer à entraîner nos équipes qui travaillent ensemble en passerelle dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles. Ça permet d'entretenir les savoir-faire d'abord individuels, d'entretenir également les savoir-faire en équipe et du coup en fait de minimiser les pertes de connaissances
Et ça nous permet petit à petit d'amorcer, de maintenir les savoir-faire et d'amorcer une remontée en puissance progressive pour l'entraînement à la mer. Alors même si la partie simulation, elle ne reproduit pas à 100% les conditions du réel, elle permet de s'en approcher un maximum. Et c'est un des grands avantages de ces simulateurs, c'est qu'on a un environnement qui est quand même assez réaliste. Pas de repos non plus pour les fusiliers du Charles de Gaulle. Un deuxième simulateur dans la base navale leur permet d'entretenir leurs tirs de précision. Les marins poursuivront leurs entraînements avant de regagner la mer à l'automne 2018. Voilà, le JT des territoires continue. Dans un instant, c'est le club des éditorialistes. À 8h, c'est un invité politique exceptionnel. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui sera en direct dans cette matinale d'infos. Mais tout de suite, la une de vos journaux en région. On démarre avec dans l'actualité évidemment les annonces sur la nouvelle police de sécurité. On démarre tout de suite avec la dépêche dont la rédaction est dirigée par José Biosca qui titre aujourd'hui Police, retour à la proximité. Emmanuel Macron a précisé hier les contours de la nouvelle police de sécurité du quotidien. Et Jean-Claude Souléry écrit dans la dépêche aujourd'hui, c'est dans ces quartiers qui n'en sont plus et où la population vit exaspérée que la police de sécurité du quotidien, définie hier par le président de la République, devrait prendre toute sa signification. Elle répond à un besoin concret exprimé par les citoyens qui, dans leur vie de tous les jours, n'ont pas les moyens de se défendre. C'est également sous la plume de Denis Daumin dans la Nouvelle République qui titre « Macron promet du flic et un peu de fric ». Hier, nous avons écouté le patron du patron des flics, écrit Denis Daumin, garant de la sécurité des Français. Elle n'a jamais été plus menacée. Pour le Républicain lorrain, police sécuritaire, le retour de la proximité. Et enfin, dans l'actualité aussi, le débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Dans l'Écho de Haute-Vienne, débat budgétaire à l'Assemblée, les riches choyés. La discussion sur le projet de loi de finances a démarré hier. Députés insoumis et communistes dénoncent les super cadeaux aux riches et la réduction des dépenses publiques. À la une de l'Écho de Haute-Vienne. Le Parisien pose la question ce matin, faut-il raccourcir les vacances scolaires, tandis que Jean-Michel Blanquer se dit favorable à des congés de Toussaint moins longs. Une concertation sur les temps de travail des enfants va être lancée. Pour le Courrier de l'Ouest, le CP à 12 élèves, ça marche à Voltaire, à Angers. Ce sont des classes apaisées, des enfants concentré, un apprentissage plus aisé. Le dispositif 12 élèves par classe est en passe d'atteindre son objectif à l'école Voltaire à Montplaisir et c'est dans le Courrier de l'Ouest. Dans la presse de la Manche, c'est Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui se livre. Il a décidé dans un ouvrage qui vient de sortir de raconter de manière détaillée ses 150 jours passés à Matignon, une période particulièrement riche marquée par la campagne présidentielle, une situation internationale difficile et ses venues régulières à Cherbourg, à la une de la presse de la Manche. Et c'est son successeur, Édouard Philippe, qui sera notre invité politique à 8h. Dans le Maine libre, Christelle Morancé sera élue aujourd'hui en Sarthe. 3 ans après ses débuts en politique, Christelle Morancé, LR, 42 ans, prendra ce matin la succession de Bruno Retailleau à la présidence des Pays de la Loire. Bruno Retailleau qui est le président du groupe LR au Sénat. Et elle est à la une en photo du Maine libre. Un dossier dans la montagne, le quotidien, dont le groupe est dirigé en ce qui concerne la coordination des rédactions par Olivier Bonichon, avec les Britanniques fans de la région en Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, c'est la première région française d'accueil des résidents britanniques. Ils sont aujourd'hui au nombre de 39 000. Voilà, et c'est un profil de ces résidents qui est fait par La Montagne en Nouvelle-Aquitaine ce matin. La rédaction dirigée par Denis Caro, Nice Matin, a choisi de titrer Archi sec. C'est la préfecture qui prolonge l'état d'alerte et les restrictions d'eau. Déjà 6 mois de sécheresse record. Le tourisme en profite, mais les agriculteurs en pâtissent. Et c'est un comité calamité agricole qui se réunira le 27 octobre. Archi sec, donc à Nice. Et puis sans transition dans la voie du Nord, c'est bière et tourisme. La région entend mettre à profit le savoir-faire
l'univers et la convivialité de ces 60 brasseries. La nouvelle route de la soif, c'est à lire en page 3 de La Voix du Nord pour conclure cette revue des unes de la presse quotidienne régionale. On va passer au club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Ce matin, j'accueille Yves Arté, le directeur éditorial de Sud-Ouest. Bonjour Yves. Bonjour, on va parler d'Édouard Philippe qui sera notre invité sur ce plateau dans quelques minutes en se rendant à Bordeaux avec vous, car Édouard Philippe il va vendredi et donc il va rencontrer Alain Juppé et on souhaite en parler avec vous ce matin. Et puis Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France, le premier des quotidiens français. Bonjour Stéphane, un quotidien de l'Ouest qui connaît bien Édouard Philippe. On va en parler avec vous aussi dans un instant. Je me tourne vers vous Yves Arté tout d'abord. Le Premier ministre va se rendre à Bordeaux vendredi. Il va chez son mentor. Il reste son mentor, Alain Juppé, au Premier ministre. Oh, je ne sais pas s'il reste son mentor, mais il y a une profonde affection, une affection qui n'est pas jouée, qui relie les deux hommes et qui est finalement assez ancienne, puisque Édouard Philippe avait été recommandé à Alain Juppé par l'ancien maire du Havre, Antoine Ruffenhardt. Baron du gaullisme. Baron du gaullisme, chiracien, et qui lui avait recommandé cette jeune promesse. Et alors là, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est vraiment de l'ordre de l'intimité, quoi. C'est-à-dire que ça, je pense qu'il y a une affection véritable, pas feinte, qui se joue entre eux, parce qu'il y a du mimétisme, il y a du respect mutuel, grande admiration d'Édouard Philippe pour Juppé, et une sorte, on pourrait dire une sorte d'admiration attendrie, si vous voulez, de Juppé pour ce jeune politique qui lui ressemble. Ils ont en commun plein de choses. D'abord, ils sont un peu réservés, les deux. Une certaine réserve. Pince sans rire tous les deux, quand on les connaît. Je connais davantage Alain Juppé qu'Édouard Philippe, naturellement, mais pince sans rire, quand on les connaît un peu. Beaucoup d'humour, très sec. Contrairement à ce qu'on peut imaginer concernant Juppé, plutôt sanguin. Donc, si vous voulez, il y a des choses qui les rassemblent comme ça. Et puis surtout, au-delà de tout ça, je crois que ce que Juppé aime beaucoup chez Édouard Philippe, a beaucoup aimé chez Édouard Philippe, c'est ce côté paroxystique du sens de l'État. C'est-à-dire qu'ils ne transigent pas, ce sont des gens qui aiment en même temps la mesure et qui en même temps qui sont au service de l'État. C'est du moins ce portrait croisé que je pense se retrouver chez l'un et chez l'autre. Donc ce soir, ça va être assez intéressant de les revoir pour la première fois depuis l'arrivée d'Édouard Philippe à Matignon. C'est demain, vendredi. Comment on sait ce qu'ils vont se dire un peu ou pas? On sait qu'il y a un dîner privé le vendredi. On sait, voilà, il va rencontrer des élus en même temps, Édouard Philippe. Il rencontre des élus, il rencontre des avocats, qui était son premier métier. Il rencontre également des élus, mais moins qu'à Marseille, qui sera sa grande destination. Je pense que Juppé va peut-être aussi, si Juppé a l'intention, va lui donner quelques conseils sur ne pas froisser les territoires. Mais est-ce que Édouard Philippe a besoin de Juppé pour savoir ça? J'en doute. On va lui poser la question tout à l'heure. Je pense qu'il y aura une question d'ordre privé qui va se poser et qui va être peut-être beaucoup plus amusante concernant l'entourage proche d'Alain Juppé. Stéphane Vernet, ils vont certainement parler d'une possible exclusion des Républicains du Premier ministre Édouard Philippe avec Alain Juppé. Probablement, oui. Alors moi, je n'ai pas d'infos sur ce sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Alain Juppé qui a créé l'UMP. Alors qui a participé à la création de l'UMP, effectivement, mais sur l'exclusion, on est tous suspendus à ce type de décision. Pour l'instant, il y a des choses qui se profilent. Moi, j'ai pas, je sais pas si ça va être au cœur de leur discussion de ce soir. Il y avait quand même l'une des raisons pour lesquelles Alain Juppé avait déconseillé à Édouard Philippe d'aller à Matignon. Il y avait cela, parce que Alain Juppé est quand même, il a jamais changé par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est toujours on ne trahit pas la famille, on reste avec la famille. Je ne pourrai pas vous défendre. Si vous y allez, vous garderez mon amitié. Mais d'ailleurs, dans les interviews de Sud-Ouest, Alain Juppé a réitéré. Oui, absolument. Or, tout le problème qui se posait pour Alain Juppé, c'était la fidélité à un mouvement dont Édouard Philippe avait été quand même directeur général. Ce qui n'était pas rien. Et donc, il va y avoir cette dissension, cette minime dissension entre eux va être intéressante à regarder demain soir. Alors, sur la photo, on voit Virginie Calmels, Stéphane Vernet. Or, elle règle ses comptes avec deux amis d'Alain Juppé,
dont Édouard Philippe. Elle a réglé ses comptes dans le Figaro, dans une interview du Figaro, reprise d'ailleurs par Sud-Ouest, même très mise en avant d'ailleurs par Sud-Ouest, on va en parler avec Yves Arté. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça risque d'être un peu tendu quand même. Ah, je pense que là, alors je ne sais pas pour botter en touche, mais je pense que le vrai spécialiste de la question, c'est Yves Arté, effectivement, parce qu'il connaît bien l'affaire. Oui, mais elle l'a mis en cause sur une thématique très, très précise, qui est, ce sont deux hommes qui ont, Gilles Boyer, donc conseiller d'Édouard Philippe, et Édouard Philippe, qui ont fait perdre Alain Juppé à la présidentielle. C'est quand même extrêmement fort. Non, alors c'est très fort, mais ça c'est ce qu'elle dit. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il y a derrière. Quelle est l'intention réelle derrière la déclaration? Est-ce qu'on est dans... Enfin, je pense que c'est aussi une question de positionnement pour elle, peut-être de règlement de compte, mais encore une fois, je pense que Yves est bien mieux placé que moi sur ce type de questions. Ok, mais je ne suis pas expert en calmélologie. Oui, c'est pour ça que je posais la question à Stéphane Vernet. Non, mais je n'ai pas un diplôme de calmélologie sur moi, je vous dis tout de suite. Moi, je ne la connais pas du tout. Non, mais ce qui, je pense, ce qu'elle ne supporte pas, Virginie Calmel, c'est qu'on l'accuse d'une perpétuelle trahison. Donc, grosso modo, elle a voulu dire, ouais, attendez, regardez un peu de l'autre côté, etc. Bon, à mon avis, elle a fait une erreur, ça ne doit pas plaire beaucoup à Alain Juppé, mais bon, au point où on en est des situations de l'une et de l'autre. Alain Juppé qui a dit, je ne me suis jamais défaussé de mes échecs. Tweet ravageur. Stéphane Vernet, un mot sur le Premier ministre, Édouard Philippe, qui sera notre invité dans quelques minutes. Il est d'ailleurs déjà arrivé. On ne l'attendait pas, ce Premier ministre, quand même. Ça a été une surprise. Oui, alors on l'attendait pas du tout, effectivement. On l'attendait d'autant moins que, rappelez-vous, au moment où, avant les nominations, on a longtemps évoqué, enfin on a évoqué un temps une première ministre, et c'est Édouard Philippe qui sort du chapeau. Effectivement, personne ne l'attendait. On peut pas dire que c'était une personnalité très connue au niveau national. Il y a eu un pas de côté intéressant, moi je pense, de la part d'Emmanuel Macron, en grande partie, à mon avis, pour les éléments qu'évoquait Yves Arté tout à l'heure, le sens de l'État, la proximité avec Alain Juppé. Je pense qu'il y a un certain nombre de valeurs qui étaient compatibles entre les deux hommes, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et puis je pense aussi qu'il a choisi, pour faire un pas de côté, on vient de le dire, mais aussi pour sa jeunesse, pour son dynamisme, pour ce qu'il incarnait, son ancrage dans les territoires. Je pense que il compense un peu le fait qu'Emmanuel Macron soit pas proche. Alors pas seulement Emmanuel Macron, c'est quand même tous les ministres n'ont pas été maires, par exemple. Il y en a quand même quelques-uns qui sont de très bons techniciens ou des experts des questions qui leur sont confiées, mais qui n'ont pas forcément le parcours politique qu'a Édouard Philippe et qu'il a monté, et qui fait qu'il a une reconnaissance, à mon avis, y compris ou surtout de la part d'élus locaux, et qui aujourd'hui, dans le contexte national, pèse. C'est important. On va regarder ça ensemble tout à l'heure avec le Premier ministre, notre invité dans quelques minutes. Vous serez là d'ailleurs, Stéphane Vernet d'Ouest France et Yves Arté de Sud-Ouest dans la deuxième partie de l'interview politique. On parlera territoire avec le Premier ministre. Dans un instant tout de suite, la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. On se retrouve avec Édouard Philippe dans quelques minutes. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.